Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dualité onde-corpuscule pour la lumière. Les ondes et les corpuscules sont très différents. Les corpuscules sont des petits objets matériels qui se déplacent, comme les balles de fusil ou les pierres jetées, ce qui est radicalement différent d'une onde, qui utilise le matériel pour se déplacer, mais n'est pas matériel, bien qu'elle puisse transporter de l'énergie et de l'information. Par exemple, le son que l'on entend est une succession de compression et décompression de l'air, mais il n'y a rien de matériel qui passe du son émis au son reçu. De même, les vagues sont faites de molécules d'eau qui montent et descendent, ce qui permet la transmission d'énergie, mais les molécules d'eau qui composent la vague à la fin ne sont pas les mêmes que celles du début. Le cas le plus évident est peut-être celui d'une corde. Si vous faites un coup sec sur une corde, alors une onde va se propager, et pourtant les atomes de la corde ne se propagent pas le long de la corde. On voit que les théories ondulatoires et corpusculaires semblent inconciliables. La lumière devrait donc être l'un des deux, mais certainement pas les deux. Est-ce un corps ou issu d'un déplacement de corps? Isaac Newton défendait en son temps l'idée que la lumière soit composée de corpuscules, c'est-à-dire de petits corps bien délimités. Son argument pour dire que la lumière est corpusculaire et pas ondulatoire est la forme des ombres. Les ombres sont nettes et délimitent bien le corps. Ceci se comprend très bien avec une vision corpusculaire. Mettez devant une cible à une certaine distance une pièce métallique arrêtant les balles et tirez beaucoup de coups de fusil. Vous verrez sur la cible l'ombre de la balle métallique. Mais d'un point de vue ondulatoire, cette expérience n'a aucun sens. Mettez une source de son dans une pièce et un micro met devant ce micro un isolant phonique à une certaine distance. L'onde sonore arrivera tout de même à se disperser et atteindre le micro. Donc pour les ondes, la lumière se comporte comme des balles de fusil et pas du tout comme des ondes sonores, et donc la lumière serait composée de petits grains. Newton a écrit son traité d'optique en 1703, mais à la même époque, le physicien hollandais Christian Huygens défendait une vision ondulatoire de la lumière dans son traité de la lumière de 1691. Pendant longtemps, le prestige de Newton ayant inventé la théorie de la gravitation universelle a suffi pour que la vision corpusculaire soit hégémonique. À ce moment de l'histoire, la vision corpusculaire était capable de décrire tous les phénomènes optiques connus. Mais en 1804, une expérience très importante a bouleversé la vision de la lumière. Elle fut effectuée par Thomas Young, c'est l'expérience des fentes Young. Prenez une source de lumière, ici représentée par le triangle arrondi, et une cible, ici représentée par le segment du bas. Entre les deux, placez un mur avec deux trous fins et peu espacés. La question est comment se comportent des corpuscules et des ondes, et faisons l'expérience avec la lumière. Mais avant de sauter sur la conclusion, réfléchissons étape par étape. Premièrement, si au lieu d'avoir deux fentes on n'en a qu'une, de telle sorte que la lumière interagisse avec les bords pour être diffusée, ceci se comprend très bien d'un point de vue ondulatoire, mais aussi d'un point de vue corpusculaire, où en cognant la paroi, le grain de lumière serait dévié. L'intensité de la lumière sur la cible sera une courbe en cloche centrée au niveau du trou. Si on fait la même expérience mais avec le trou un peu plus à droite, alors le résultat sera le même mais avec un décalage de la courbe en cloche. Maintenant la question est, que se passe-t-il si on laisse les deux trous? D'un point de vue corpusculaire, le corpuscule peut passer soit par la gauche et donc être distribué selon la première courbe, soit par la droite et donc être distribué selon la deuxième courbe. Le résultat d'intensité finale pour beaucoup de grains devrait donc être la combinaison des deux. Autrement dit, la lumière devrait s'additionner et on obtient la courbe verte. Mais d'un point de vue ondulatoire, le résultat serait différent. Par des phénomènes d'interférence, il y aura des endroits où la lumière va s'additionner et d'autres se soustraire. Il y a des zones sombres alors qu'elles étaient éclairées si seulement une des fentes était ouverte. Ceci est par exemple le cas dans certaines conditions avec les vagues, mais l'exemple le plus frappant correspond à certains casques anti-bruit. L'idée est que le casque mesure le son reçu et envoie un son en antiphase pour le supprimer. Avec un son bien choisi, on peut en supprimer un autre. Pour le comprendre, regardez cette vidéo où l'on a trois courbes. La première et la deuxième sont des ondes sinusoïdales et la troisième est l'intensité issue de la somme des deux. On voit que lorsque les ondes ont la même phase, c'est-à-dire que les bosses sont au même niveau, alors l'intensité est importante. Mais lorsque les ondes sont en antiphase, c'est-à-dire que le maximum d'une courbe correspond au minimum de l'autre courbe, alors l'intensité devient nulle. Selon la phase, deux ondes peuvent additionner ou soustraire leur intensité. Maintenant que nous avons compris cela, regardons l'expérience des fentes Young avec un modèle ondulatoire. On voit que les ondes sphériques sont émises des deux fentes représentées en point rouge, et que lorsque les ondes se rencontrent, alors il y a des additions et des soustractions d'intensité, ce qui donne finalement des franges d'interférence sur un mur placé à une certaine distance. Ce qui fait que dans le cas ondulatoire, la somme de la courbe rouge issue de la fente de gauche et de la courbe bleue issue de la fente de droite est la courbe orange avec des maximums et des minimums. Donc on a une expérience où les deux théories font des prédictions diamétralement opposées, et c'est la théorie ondulatoire qui sort vainqueur. Une addition de lumière peut donner une absence de lumière. Ceci se comprend très bien avec une vision ondulatoire, où les ondes peuvent être en antiphase, et donc s'annuler, mais d'un point de vue corpusculaire, cette expérience est strictement impossible à comprendre.
Les interférences ne sont pas possibles et les intensités ne devraient pas s'ajouter. Comme vous pouvez vous en douter, cette expérience est le point de bascule prouvant à la communauté scientifique que la lumière est bel et bien ondulatoire. Et en fait non, c'est un prank! La communauté scientifique a tourné en ridicule la théorie ondulatoire de Young, surtout en Angleterre où la critique de Sir Isaac Newton était inconcevable. Mais en 1815, Fresnel arriva à proposer une explication satisfaisante de tous les phénomènes de la lumière par une théorie ondulatoire. Et avec ce formalisme, il y avait une nouvelle expérience issue de la théorie de Fresnel qui disait que si on a un trou dans un mur, alors l'intensité lumineuse passant sera maximale en face, mais si au contraire on a le trou rempli et le reste du mur enlevé, imaginez une pièce de monnaie. Dans ce cas, la théorie de Fresnel prédit que le maximum d'intensité sera encore en face de la pièce, alors que ce résultat est absurde pour la théorie corpusculaire. Ce qui fait que grâce au formalisme de Fresnel, la théorie ondulatoire put enfin redorer son blason et être considérée comme meilleure que la théorie corpusculaire. Ensuite, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Maxwell réussit l'exploit extraordinaire d'unifier les phénomènes électriques, magnétiques et optiques grâce à sa théorie qui repose notamment sur les équations de Maxwell qui imposent les équations ondulatoires pour la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Jusqu'en 1905, les physiciens pensaient que comme les ondes mécaniques, il devait y avoir un support à la transmission des ondes électromagnétiques. On appela ce milieu qui composait ce que l'on croyait être le vide entre la Terre et le Soleil l'éther. Mais à force de ne pas réussir à le mettre en évidence, les physiciens acceptèrent que les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de support matériel pour se déplacer. À part ce problème, la messe était dite, la lumière était et sera définitivement une onde. Mais en 1905, un jeune physicien qui travaillait à l'Office des brevets de Berne, nommé Albert Einstein, expliqua par une théorie corpusculaire une expérience qui résistait encore à la théorie ondulatoire, l'effet photoélectrique. L'idée est que si l'on a un métal et que l'on émet de la lumière dessus, alors des électrons seront éjectés et on pourra mesurer un courant électrique. C'est le principe de certains panneaux solaires. Pour comprendre expérimentalement ce phénomène, on peut jouer sur la lumière émise. Il y a deux paramètres, l'intensité de la lumière émise et la longueur d'onde. Bien évidemment, si on baisse l'intensité, alors le courant électrique baisse. Mais il y a un effet de seuil pour la longueur d'onde. Au-dessus d'une certaine longueur d'onde, alors peu importe l'intensité, il n'y aura pas de courant électrique, alors qu'en dessous, il y aura un courant électrique proportionnel à l'intensité de lumière. Cette expérience n'avait pas d'explication ondulatoire, mais nul doute pour les physiciens de l'époque que c'était un petit problème à résoudre. L'explication corpusculaire d'Einstein est que si la lumière est composée de corpuscules, qu'il appela photons, l'idée est que l'on peut faire un lien entre l'énergie d'un photon et sa longueur d'onde. Elles sont inversement proportionnelles. Et ce qui se passe est qu'un électron peut soit absorber un photon, soit ne pas l'absorber, mais l'absorption se fait par quanta. Il ne peut pas absorber une fraction de photon, et si le photon est assez énergétique pour l'expulser, alors l'électron sera expulsé, ce qui explique l'effet de seuil pour la longueur d'onde. Le génie d'Einstein ne fut pas vraiment de reprendre l'idée corpusculaire, car en quelque sorte Planck l'avait déjà repris quelques années auparavant pour expliquer l'émission de lumière des corps noirs, où il avait dit que tout se passe comme si la lumière était composée de quantum d'énergie, bien qu'il n'y croyait pas vraiment. Mais Einstein a repris cette idée au sérieux pour expliquer l'effet photoélectrique qui résistait à la théorie ondulatoire. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel pour cette explication. On en arrive à un moment où il existe des expériences impossibles à concilier avec la théorie ondulatoire, comme l'effet photoélectrique, et des expériences impossibles à concilier avec la théorie corpusculaire, comme les fentes de Young. En 1909, Einstein a dit « Je suis convaincu que la prochaine phase dans le développement de la physique nous amènera à une théorie ondulatoire de la lumière susceptible d'être interprétée comme une sorte de fusion des théories ondulatoires et corpusculaires. » La théorie permettant de sortir de ce mélange était la mécanique quantique, qui permit notamment de comprendre que ce problème n'était pas propre à la lumière, mais les électrons aussi sont sujets à cette dualité onde-corpuscule. À la fin du 19e siècle, Thomson découvrit l'électron en photographiant les trajectoires des électrons qui traversent un détecteur nommé chambre de Wilson. Ce détecteur utilise un gaz sous pression et température pour être à la limite de la condensation, et le passage d'une particule chargée va déstabiliser le gaz et créer des gouttelettes laissant apparaître une traînée. Vous pouvez voir une image à l'écran où un minerai radioactif envoie des particules. En regardant les trajectoires laissées par les électrons, il semble indéniable que les électrons sont des corpuscules. Mais les électrons ont aussi des caractéristiques ondulatoires, car il est parfaitement possible de faire l'expérience des fentes de Young avec des électrons. Et comme pour l'effet photoélectrique, on peut faire un lien entre l'énergie du corpuscule et la fréquence de l'onde ou sa longueur d'onde. Toutes les particules quantiques semblent donc être à la fois ondulatoires et corpusculaires. Cela a été postulé par Louis de Broglie en 1923 et ce résultat heurte le sens commun car les deux définitions semblent contradictoires. On pourrait croire que l'on peut résoudre cet embarras en disant qu'un flux de particules quantiques est globalement une onde mais est constitué de corpuscules. Mais dans la mesure où les particules quantiques sont des quantums d'énergie,
il est possible de les émettre un par un et de faire l'expérience des fentes Young corpuscule par corpuscule. De la sorte, à chaque émission d'une particule, il y a un point sur le mur, ce qui montre bien l'effet de corpuscule, car une onde remplirait l'espace. Ça ne ferait pas une marque ponctuelle. Et ce point en question semble parfaitement anodin. Mais lorsque l'on attend pour avoir un grand nombre de particules sur le mur, on remarque que collectivement les figures d'interférence apparaissent. Même une particule isolée des autres a des effets ondulatoires. Ça ne peut pas être uniquement un effet de groupe. Mais le plus troublant est que les franges d'interférence prouvent que l'on ne peut pas dire que chaque électron est soit passé par le trou du haut, soit par le trou du bas, car dans ce cas on pourrait dire que la moitié des électrons est passée par une fente, et donc c'est comme si l'autre fente était fermée, et l'autre moitié est passée par la deuxième fente, et donc c'est comme si la première fente était fermée. Mais dans ce cas, on n'observerait pas de frange d'interférence. Pour y voir plus clair, nous pouvons utiliser de la lumière émise sur les fentes et des détecteurs pour savoir où est passé l'électron dans le cas où l'on reçoit de la lumière. De la sorte, on peut distinguer les électrons qui sont passés par la fente de gauche et ceux qui sont passés par la fente de droite. En le faisant, on obtient globalement deux courbes en cloche et la somme ne fournit pas de frange d'interférence. Cette expérience montre que dans le monde quantique, les mesures sont invasives. Si on mesure une propriété, alors on risque de modifier l'état de la particule. Mais elle montre aussi que la notion de trajectoire vole en éclats, car si on ne mesure pas par quelle fente est passé l'électron, cette question n'a pas de sens, car supposer une des deux réponses corpusculaires conduit à une contradiction. Et donc si l'électron ne passe pas par une et une unique fente, alors la notion de trajectoire est caduque. Et comme dernier résultat de l'expérience, nous voyons que des électrons ayant les mêmes propriétés, envoyés dans le même dispositif, donnent des résultats différents, car les points d'impact sur le mur diffèrent, ce qui indique fortement une limite au déterminisme classique imposant les conditions finales à partir des conditions initiales. Du constat de la dualité onde-corpuscule, plutôt que d'y voir une contradiction, Niels Bohr y a vu une complémentarité qu'il a énoncée en 1927 et que Étienne Klein reformule en « Plus nous faisons en sorte d'observer clairement la nature ondulatoire de la lumière, plus nous devons abandonner d'informations sur ses propriétés corpusculaires. » La mécanique quantique prend ce résultat en compte avec une fonction d'onde, qui est l'objet décrivant l'état de l'objet quantique. Dans l'espace, c'est par exemple la densité de probabilité de présence, c'est-à-dire l'objet mathématique qui donne la probabilité de mesurer en tel ou tel endroit la particule. Et cette fonction d'onde a des effets ondulatoires dans des cas de superposition quantique où il peut y avoir des interférences, mais en faisant des mesures, on peut réduire en partie la superposition de la fonction d'onde et donc acquérir plutôt un aspect corpusculaire. Mais l'interprétation de Copenhague, qui est l'interprétation de la mécanique quantique la plus usuelle, bien qu'elle n'est pas la seule, dit que la question de savoir si la lumière est une onde ou des corpuscules est mal posée, car on demande à des objets quantiques de se définir à partir d'objets classiques. Si vous demandez à une personne qui parle espéranto quelle langue elle parle en ne proposant que les langues indo-européennes, alors on devra dire que l'espéranto est une sorte de dualité mais pour un grand nombre de langues. Une personne qui parle espéranto parle à 100% espéranto, elle ne parle pas à divers degrés diverses langues. La lumière serait à 100% une particule quantique, mais la question de savoir à quel point c'est une onde classique ou un corpuscule classique n'a aucun sens, on ne pose pas la bonne question. Pour avoir une analogie intéressante, supposons que l'on vive dans un monde en deux dimensions et qu'il y ait un objet qui parfois soit un rectangle et parfois un disque, et même à d'autres moments un objet hybride. Cet objet semble contradictoire, on ne peut pas avoir un cercle carré. Mais imaginons qu'en fait, l'objet que l'on perçoit est l'ombre d'un objet en trois dimensions, et que finalement on ne voit que l'ombre d'un cylindre, et selon sa disposition, on pourra donc parfois avoir un rectangle et parfois un disque. Et on voit bien que ce cylindre est à 100% un cylindre, et la question de la dualité rectangle-disque pour savoir à quel point c'est un disque et à quel point c'est un rectangle n'est pas pertinente. De la même manière, imposer notre vision classique sur des objets quantiques ne permet pas d'avoir la bonne image. L'interprétation de Copenhague a ce côté frustrant où l'on n'explique pas une bizarrerie quantique, mais il faut parfois accepter les frustrations car en l'occurrence, on peut comprendre que le monde quantique peut ne pas être compréhensible avec la grammaire du monde classique. J'ai maintenant fini de vous exposer la question de la dualité onde-corpuscule. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.